Bonjour à tous. Donc, nous sommes ici pour vous parler d'une table ronde sur la French Tech et sur l'innovation. Donc, avec moi, j'ai Madame Delphine Descornes, directrice des opérations chez Marle. J'ai Monsieur David Biguet, président du cluster Nogentech. J'ai Monsieur Guillaume Faki, qui est coordinateur des programmes stratégiques d'Alsace Bio-Vallée et qui est également notre secrétaire national du réseau HealthTech, dont on va parler tout de suite. Nous avons également Alexis Vernier, qui est directeur des solutions digitales chez Alpix. Et puis nous avons Éric Mansuy, directeur de production chez Merdidier. Donc pour introduire le sujet de notre table ronde, qui est l'occasion de parler des innovations dans le domaine de la santé, et puis le défi de l'adhésion de tous les acteurs, quels leviers et comment se déroulent les processus d'innovation en lien avec soit les patients, soit les professionnels de santé, soit les deux. Ce sera le sujet qu'on va aborder. Donc nous sommes un territoire en Haute-Marne, en Sud-Haute-Marne, qui est fortement tourné vers le médical, puisque nous avons 2000 personnes qui travaillent dans ce domaine. Les entreprises du territoire sont rassemblées dans un cluster, le cluster Nogentech, dont 50% de ses adhérents sont justement ces entreprises du médical. À peu près 25 à 30 entreprises du médical sur le territoire, principalement dans les dispositifs médicaux, les implants chirurgicaux. Il faut savoir qu'une prothèse de hanche et de genou sur 3 qui est posée dans le monde est fabriquée sur 4 entreprises entre Chaumont et Nogent. Donc nous avons un territoire particulièrement performant et ce territoire a répondu à un appel d'offres de l'État sur les réseaux thématiques de la French Tech et nous avons été admis pour intégrer le réseau thématique de la santé, donc HealthTech. Ce réseau compte 24 acteurs et ces 24 acteurs ont désigné M. Faki pour représenter ce réseau en France et à l'international. Voilà pour cette courte introduction et je laisse Guillaume vous parler plus en détail du dispositif. Alors bonjour à tous. Je vais commencer par faire une petite introduction sur la French Tech. Parce qu'effectivement, c'est maintenant une initiative qui a quelques années, mais qui encore, je pense, en tout cas en France, est pas forcément très bien connue. Donc ce que je propose, c'est de présenter rapidement la French Tech et puis de faire un focus après sur le réseau thématique HealthTech, avec une feuille de route qui a été définie par l'ensemble des 24 écosystèmes qui ont été référencés sur cette thématique. Alors très rapidement, la French Tech, qu'est-ce que c'est ? La French Tech, c'est un mouvement, c'est une marque qui a pour but de fédérer le monde des startups, des scale-up autour d'une seule marque française. L'objectif étant de favoriser principalement l'attractivité à l'international et d'être visible en tant que membre d'un écosystème français et d'apparaître sous un item qui permet d'identifier très rapidement la provenance de la startup. Alors, quand on a dit ça, ça veut dire que n'importe quelle startup peut se prévaloir de la French Tech et utiliser la marque French Tech dans ses communications. Ça donne aussi accès à certains dispositifs et des outils qui ont été mis en place par la French Tech. Je vais en détailler quelques-uns très simples, mais qui permettent soit de commencer une aventure startup, soit d'accompagner une hypercroissance d'une startup. Alors, le premier dispositif, c'est un dispositif qui existait depuis quelques années, qu'on appelait Créadev, qui est un dispositif de financement public et qui donne à un entrepreneur, personne physique, ou à une jeune entreprise dont la création est intervenue avant un an, donne accès à du financement qui va jusqu'à 30 000 euros. Donc c'est 30 000 euros qui sont donnés sous forme de subvention et qui permettent soit un porteur physique, soit une jeune entreprise de commencer à développer un premier prototype. Donc c'est une petite enveloppe certes, mais qui permet de commencer cette aventure qui est une véritable aventure risquée avec des phases
haut, des phases de bas. Mais voilà, c'est un dispositif de l'État qui a été mis en place à la création du réseau French Tech, et donc qui est géré par BPI France. Le Pass French Tech est un dispositif qui s'adresse plutôt aux entreprises, aux startups en hypercroissance. L'objectif étant d'offrir un dispositif packagé, coordonné entre tous les acteurs qui vont pouvoir intervenir dans l'accompagnement des entreprises. C'est-à-dire qu'on va, pour les lauréats du Pass French Tech, mettre autour de la table BPI France, la DGE, Business France, COFAS, l'INPI, la FIC. Et l'idée est de faire une feuille de route commune pour cette entreprise. Ce qui veut dire que notamment tous ces acteurs vont se déplacer chez l'entreprise pour faire la feuille de route avec elle. L'avantage, c'est que ça évite à l'entreprise d'aller voir BPI France, puis d'aller voir Business France, puis d'aller voir la COFAS, puis d'aller voir l'UGAP. Non, tout le monde sera autour de la table, on vient chez l'entreprise et on fait la feuille de route avec elle. C'est quelque chose qui est très adapté pour les entreprises du numérique. Pour les entreprises de la santé, il y a encore des améliorations à faire. Aujourd'hui, les critères pour intégrer le Pass French Tech sont quand même très élevés, c'est-à-dire qu'il faut soit sur un critère de chiffre d'affaires avoir fait plus 100% sur les 3 dernières années, c'est-à-dire plus 100% de N-3 à N-2, plus 100% de N-2 à N-1 et plus 100% de N-1 à N. Ou alors avoir réalisé une levée de fonds de plus de 20 millions d'euros. C'est des critères qui sont assez sélectifs, voire très sélectifs. Il y a très peu de candidats en France. Il y a du coup très peu d'élus aussi. Mais en termes de visibilité, c'est très intéressant puisque ça permet aux entreprises d'être visibles sur toutes les communications de la French Tech et de participer à des déplacements présidentiels. On a des lauréats qui sont partis avec la délégation présidentielle en Asie il n'y a pas très longtemps et qui du coup ont donné un vrai coup de pouce pour développer le business sur des marchés où ils n'étaient pas présents. Le French Tech Visa, c'est une procédure accélérée qui permet de recruter des étrangers et de les faire venir travailler en France. Le ministère des Affaires étrangères s'est engagé à faire un processus accéléré pour recruter des talents et permettre aux entreprises de recruter à l'international plus facilement. Donc ça, c'est un dispositif qui peut être très intéressant quand on a un manque de profil et qu'on veut recruter des talents à l'étranger. Ça permet de recruter des salariés, mais ça permet aussi de faire venir en France des investisseurs avec un processus accéléré et de les faire venir sur le territoire français plus rapidement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que la French Tech a mis en place des hubs French Tech qui sont répartis un peu partout dans le monde. Donc vous avez la carte qui s'affiche ici. Donc tout ce qui est en orange, violet, c'est des hubs qui sont existants, et tout ce qui est en gris, c'est des communautés qui devraient déposer une candidature. Alors, elle n'est pas totalement à jour, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais donc, c'est des communautés d'entrepreneurs français qui sont installés dans les différentes villes, qui se sont syndiqués et qui sont accessibles pour des entreprises françaises qui voudraient créer des réseaux dans les pays cibles. Donc, c'est des communautés qui sont mobilisables, elles sont multithématiques. Il y a des écosystèmes qui sont plus orientés santé, notamment aux États-Unis. Donc, c'est des réseaux qu'on peut mobiliser pour soit identifier des partenaires possibles dans les pays cibles, soit trouver des partenaires qui peuvent aider à développer le business sur le pays cible. Donc, il y a des référents dans chaque hub. Il ne faut pas hésiter à les contacter et à leur faire des demandes pour qu'ils puissent vous orienter après vers les bons interlocuteurs sur place. Voilà, donc comme je le disais, c'est quelque chose qui est très ouvert. Il ne faut pas hésiter à se servir de la marque. Il ne faut pas hésiter à solliciter aussi la mission French Tech qui est à Paris pour avoir des informations. Et il ne faut surtout pas hésiter à solliciter les différents acteurs. En l'occurrence, moi, sur le réseau thématique Health Tech, mais j'ai des équivalents sur d'autres réseaux thématiques. Il y a des réseaux thématiques sur l'IoT, le manufacturing. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils ont une visibilité sur les écosystèmes français, mais ils ont aussi une visibilité sur les hubs French Tech. Et de la même manière, si vous avez des questions sur un dispositif, ils pourront vous orienter vers le responsable du dispositif au niveau de la mission French Tech. Maintenant, pour faire un focus sur la partie Health Tech, donc c'est un réseau, comme Christophe l'a dit, qui est composé de 24 écosystèmes qui ont candidaté, qui ont été audités et référencés par la mission French Tech. À noter qu'il y a quand même une dizaine d'écosystèmes de la santé qui ont été référencés que sur Paris, ce qui veut dire qu'il y a 14 écosystèmes qui sont hors Île-de-France qui ont été référencés. L'écosystème de Nogentech a été référencé, fait partie des 14.
Moi, je viens de Strasbourg. On a été référencé également sur cette partie Health-Tech. Et donc, on a travaillé pendant un moment pour définir une feuille de route pour répondre aux interrogations et aux préoccupations des entreprises dans les différents écosystèmes. Donc, je vais vous présenter très rapidement les 6 actions qui ont été définies et sur lesquelles on travaille de manière conjointe avec les 24 écosystèmes. La première, c'est d'organiser un tour de France de la Health-Tech. Alors aujourd'hui, on a une étape à Nogent, mais il y a eu une première étape qui a été faite à Strasbourg. Il y a eu une étape à Amiens. Il y a une étape qui va avoir lieu à Marseille et à Montpellier. Et on devrait normalement organiser un dernier événement où toutes les startups et tous les écosystèmes vont se retrouver à Paris, à Station F. Donc on est en train de travailler avec certains membres pour organiser cet événement-là à Paris en fin d'année. Donc ça, c'est la première action. La deuxième, c'est de travailler sur le Pass French Tech et d'adapter aussi bien les critères d'évaluation, puisque quand je parlais des critères tout à l'heure, voilà, faire 3 années consécutives avec plus 100% ou lever plus de 20 millions d'euros, c'est pas forcément très facile et c'est très sélectif. L'idée pour nous, ce serait plutôt de décaler un peu le shift et de pouvoir justement faire émerger des entreprises qui vont passer ces critères-là par la suite. C'est peut-être elles qui ont le plus besoin d'être accompagnées par les dispositifs publics. Donc autant on voudrait travailler sur l'évolution des critères, mais aussi en termes de contenu de l'accompagnement qui va être proposé sur le réseau. En général, les entreprises de la santé sont des entreprises qui ne font pas forcément de chiffre d'affaires et qui ne vont pas rechercher exactement les mêmes partenariats que les entreprises du numérique ou des entreprises industrielles qui cherchent à développer leur business plus classiquement. Une troisième action, c'est de travailler sur un argumentaire d'attractivité de la France. Quand on compare les montants des levées de fonds en France et à l'international, on se rend compte que c'est quand même très compliqué de lever des gros montants en France, même des plus petits montants, à part peut-être 2 exceptions, c'est Lyon et Paris. Donc l'idée, c'est de travailler sur un argumentaire qui permettrait de faire venir des investisseurs et des entrepreneurs s'installer en France pour entreprendre et aussi pour pouvoir financer cet entrepreneuriat. Donc il y a déjà une première version qui est un document qui valorise l'écosystème français des startups dans la santé. Donc vous voyez un peu le rendu ici. Donc c'est quelque chose qui est disponible et sur lequel vous pouvez... ce document est utilisable par tout le monde pour appuyer certains propos. Et on est en train de travailler sur une deuxième partie pour faire tomber certains préjugés sur la France. Je pense par exemple à la fiscalité. Aujourd'hui, on est un des pays les plus compétitifs en R&D dans le monde, avec le crédit d'impôt recherche. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. De la même manière, alors c'est vrai qu'on le voit souvent en France, quand on fait grève, ça se voit. Mais il faut savoir que l'Allemagne fait plus grève que nous, mais c'est moins visible. Donc c'est ce type d'argument qu'on travaille. On travaille ça avec un Québécois qui a toujours été étonné de la perception qu'on pouvait avoir des Français à l'international et qui habite maintenant depuis 20 ans en France et qui justement fait le constat qu'il y a un décalage entre ce qui est perçu à l'étranger et la réalité sur le terrain. La quatrième action, c'est la présence sur des salons internationaux. Alors, on a ciblé 3 salons pour cette année 2018. Alors, ils sont tous les 3 passés. Le premier, c'est le CES à Las Vegas, qui est un salon sur lequel la French Tech est présent historiquement, puisque c'est un salon qui est très orienté numérique, très orienté start-up. Le deuxième, c'est JP Morgan, pour justement attirer plus d'investisseurs à investir en France. Donc il y a eu un événement qui a eu lieu en marge des conférences JP Morgan, qui était organisé par BPI France, Sanofi, la French Tech et une association WIZ, qui est l'association des entrepreneuses françaises de la santé, pour justement vendre la France comme un pays où il fait bon investir. Et puis il y a eu Bayo il y a maintenant une semaine, qui a eu lieu à Boston, avec l'annonce, et je fais le lien avec l'action numéro 6, il y a eu l'annonce de la candidature de Boston comme Hub French Tech. Donc les entrepreneurs français installés à Boston se sont syndiqués et déposeront une candidature dans la prochaine vague de labellisation pour devenir officiellement un Hub French Tech. Et donc cette communauté-là, qui est principalement composée d'entrepreneurs en life science, on va travailler avec elle pour essayer de proposer une offre d'accompagnement
pour les entreprises françaises qui désirent s'internationaliser et notamment ouvrir des filiales aux États-Unis. Et je finirai par l'action 5 qui est pour le moment un peu mis en stand-by. C'est créer ou en tout cas développer un événement qui peut être existant autour du capital investissement. Donc voilà, c'est les actions qui ont été définies dans la feuille de route et sur lesquelles on travaille avec les 24 écosystèmes. Je passe rapidement sur ce slide, j'en ai déjà parlé, et je pense qu'on va passer à la table ronde, donc je repasse la main à Christophe. Merci Guillaume pour cette présentation très complète. Bien, donc je vous propose d'échanger sur les dispositifs d'innovation en lien justement avec le monde médical ou en lien avec les patients ou les deux. Donc sur notre territoire, nous avons donc une spécialisation sur les dispositifs médicaux et donc historiquement, bon, on ne va pas refaire toute l'histoire de la Haute-Marne, mais historiquement, effectivement, ces dispositifs ont été développés, que ce soit les implants chirurgicaux ou les ancillaires, ont été développés avec des chirurgiens et en collaboration complète avec le monde médical. Donc je voudrais interroger Eric pour nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment son entreprise innove, comment est-ce que cette tradition de lien avec le monde médical existe toujours. Donc je vais parler de Landanger rapidement. Donc c'est une entreprise qui a été créée il y a une cinquantaine d'années, qui faisait de l'orthopédie et ils ont revendu aux Américains toute l'activité orthopédie et ils ont conservé une activité de chirurgie. Donc sur la base de cette activité de chirurgie, aujourd'hui ils arrivent à se rapprocher de chirurgiens pour concevoir des instruments pour tout ce qui est cardiologie. Donc c'est un secteur qui se développe, des instruments qui sont de moins en moins invasifs et qui permettent aux patients de se récupérer beaucoup plus rapidement. Donc les relations sont assez simples, il y a 4 chefs projet, par le réseau commercial et par l'ancienneté de l'entreprise, il est assez simple de contacter des chirurgiens qui seraient intéressés par nous proposer des évolutions. Et donc les liens se font naturellement dans les salons, dans les rencontres commerciales et un chef projet et un chirurgien décident de développer un instrument qui va être plus performant que ce qui existe aujourd'hui. Alors on en retrouve, il y a des milliers de références d'instruments et effectivement les bonnes idées, il y en aura encore beaucoup avec les nouvelles technologies. Et il y a encore beaucoup de travail pour développer ce secteur. Voilà, donc je vais passer le micro à Delphine, qui me regarde. Oui, donc moi je travaille donc chez Marle. Chez Marle, nous sommes donc sous-traitants. Donc ce n'est pas nous qui faisons la conception des produits, des implants orthopédiques. On ne fait que faire la fabrication donc pour nos clients qui sont donc les laboratoires. Pour nous, l'innovation, donc, elle n'a donc pas lieu par rapport aux produits, mais par rapport au procédé de fabrication. L'innovation, c'est de plus en plus difficile, on va dire, de la mener du fait de l'augmentation des exigences réglementaires. David Bigui en parlera après, des exigences réglementaires croissantes par rapport aux dispositifs médicaux. Mais moi, ne serait-ce qu'en tant que sous-traitant, c'est également un frein à l'innovation, même sur la modification des procédés de fabrication. En fait, on essaye donc de faire des améliorations de procédés pour pouvoir produire des implants avec un meilleur prix, avec d'autres technologies, des technologies innovantes. Et les exigences réglementaires sont telles que finalement, on ose à peine proposer à nos clients de faire la moindre modification, parce que la moindre modification engendre des tests mécaniques, des tests de fatigue, des tests de validation. Et une demande à un client, on n'a jamais son approbation avant 12 à 24 mois. Et là, on ne change même pas le design du produit, on ne fait que changer son mode de fabrication. Voilà. Donc aujourd'hui, l'innovation, oui, on se doit toujours d'innover, forcément, de faire de la veille technologique, d'innover, mais malheureusement, les contraintes réglementaires sont telles qu'il est de plus en plus difficile de mettre en place des technologies innovantes. Bonjour, donc moi je suis président de 2 laboratoires donc, qui fabriquent des prothèses de hanches, de genoux et d'épaules, mais je suis aussi à la fois président de Nogentech.
Il y a deux approches dans l'innovation. Il y a une innovation technologique, comme le disait Delphine, qui ne peut apparaître qu'au début d'un projet, jamais à son milieu. Donc ça oblige aux entreprises d'être force de proposition, mais avoir fait tout le travail de validation en amont pour le proposer à ses clients. Mais sinon, la plus grosse innovation, les innovations sont dans les mains des laboratoires. Parce que les laboratoires sont en contact direct avec... on va utiliser vraiment le terme client, sachant que le patient n'est pas réellement un client. Le client, c'est le chirurgien. Le chirurgien va choisir un laboratoire en fonction de la technique opératoire et du lien qu'il peut avoir aussi avec le laboratoire. Donc, comme l'expliquait Eric, dans le cadre du développement et la meilleure façon d'être innovant, c'est d'avoir ce qu'on appelle des groupes de conception. Et dans ces groupes de conception, eh bien, on va essayer de mettre à l'intérieur essentiellement des chirurgiens. On essaye d'avoir deux types de chirurgiens. On essaye d'avoir des chirurgiens, ce qu'on appelle scientifiques, donc qui sont des innovateurs, qui sont des biomécaniciens, qui sont très créatifs, qui ont beaucoup d'idées à la minute. Et puis, adossé à ces chirurgiens, eh bien, on va mettre des communicants, puisque le but de toute société orthopédique laboratoire est de vendre. Et donc, la meilleure idée qui reste dans un coin ne sert à rien. Son but, c'est d'être vendu. Donc, dans ces groupes de conception, eh bien, par rapport à une problématique, un chirurgien va dire moi, aujourd'hui, quand j'opère un genou, eh bien, la façon pour moi d'être plus précis et d'éviter une douleur au niveau du patient, eh bien, ce serait d'utiliser un instrument qui aurait cette forme, qui serait utilisé avec celui-là, qu'on pourrait tenir, ainsi de suite. Et donc, à partir de ces idées de ces chirurgiens scientifiques, eh bien, on va réaliser des prototypes. Et une fois qu'on va réaliser des prototypes, on va les valider avec eux sur des tests cadavres. Et à partir de ces tests cadavres, une fois qu'on a réalisé et qu'on a réussi vraiment à montrer qu'il y avait quelque chose de différenciant, eh bien, on l'industrialise. Alors, il y a deux types d'industrialisation, elles sont assez simples. C'est soit le laboratoire est capable de fabriquer la totalité des produits et donc, eh bien, il est autonome, soit il s'appuie sur des équipes en termes de sous-traitance qui sont capables de répondre à ses besoins. Et c'est là où, dans le bassin de la Haute-Marne, il y a sur 25 sociétés du médical, il y en a quand même 20 qui sont vraiment spécialisées dans la sous-traitance. Et c'est là où on a besoin de ces compétences-là, dans un délai qu'on considère toujours acceptable, qui est toujours trop long, parce qu'un chirurgien, entre son idée et l'opération, il aimerait bien que ça dure à peu près 2 jours, normalement, dans sa tête. Mais on se rend compte que dans la réalité, ça dure plutôt entre 3 et 6 mois, rien que pour valider la partie développement. Donc voilà pour moi le fonctionnement, la véritable innovation pour le patient et le chirurgien, elle se fait vraiment avec des équipes de chirurgiens. Et l'innovation process est importante pour la partie coût, parce que l'année dernière, sur les prothèses de hanche, la baisse de prix qui a été imposée par l'État était de 15%. Je dis bien 15% imposé en une année. Et donc, il faut faire pour nos laboratoires du médical des gains de productivité. Et c'est là où l'accompagnement et les modifications technologiques sont importantes chez nos fournisseurs. Je vais redonner la main à Christophe. Merci David. Je voudrais passer la parole à la société Alpix, qui a une démarche d'innovation. Alors, ce n'est pas une start-up, c'est une société relativement ancienne, vous allez nous l'expliquer. Mais donc, vous avez lancé un nouveau produit qui permet de gérer les données médicales justement avec les professionnels de santé. Donc effectivement, on est plus tout jeune puisqu'on a 25 ans d'existence, pas encore 50, mais dans le monde de l'informatique, 25 ans c'est déjà énorme. Nous sommes basé à Troyes. On est basé à Troyes, effectivement. On n'était pas spécialisé dans le monde de la santé. On a d'autres activités traditionnelles d'une société informatique, du matériel, de la formation, du conseil et bien d'autres. Et il y a quelques années, nous avons été sollicités par le groupement hospitalier territorial de l'Aube et du Cézanais, et notamment de sa direction, pour innover sur la partie communication entre la ville et l'hôpital. L'idée, c'est que, alors ce qui m'a étonné initialement, c'est que les professionnels de la ville et les professionnels de l'hôpital ne communiquent pas, ou communiquent vraiment très très peu. Et donc l'idée, c'était de
c'est de pouvoir pour chaque métier mettre en relation ces professionnels autour du patient qui, entre guillemets, navigue, si je puis dire, entre l'hôpital et son domicile ou son établissement de Et santé. vous en êtes arrivé très vite aux besoins des professionnels. Alors, en fait, nous, on a eu nous avons dialogué avec deux types de professionnels. Les professionnels de l'hôpital, vous avez des pharmaciens à l'hôpital, des médecins, des chirurgiens, et les mêmes, mais de la ville. Donc là, c'est dans le processus, c'est effectivement rencontrer, faire un groupe de travail avec ces deux types de populations, et puis, à travers le recueil de leurs besoins, essayer de maqueter, donc de leur montrer rapidement, vraiment, qu'ils puissent toucher du doigt ce que pourrait être un outil facilitant les échanges entre eux. Et donc là, on a un process, alors c'est beaucoup plus simple. Le prototypage en informatique est beaucoup plus rapide que dans l'industrie, parce que nous, il suffit de dessiner, il suffit qu'on comprenne bien ce qui est souhaité, de dessiner, et en quelques réunions, on peut ajuster, modéliser, modifier, mettre à la poubelle, recommencer. Ça coûte pas très cher, et on prend quand même un peu de temps, enfin on prend du temps sur cette phase-là pour ensuite réellement déclencher la partie développement, tout en essayant de jalonner nos développements pour mettre en production, faire toucher du doigt, faire utiliser et revenir sur le métier, si je puis dire, pour ajuster par rapport aux critiques et améliorations qu'il pourrait y avoir. On a vraiment dans le numérique, notre chance, c'est qu'on peut avoir des cycles vraiment très très rapides de maquettage, mise en production, c'est quelques semaines en fait. Contrairement, voilà, on a en dehors des données médicales qui amènent des contraintes très fortes de sécurité, la communication et les outils en eux-mêmes permettent de produire très très vite du résultat palpable par ces professionnels. Donc maintenant, ces données médicales, justement, elles peuvent être partagées entre différents professionnels, que ce soit les médecins, les pharmaciens. Suivant le type de professionnel, on peut être sur de la donnée liée à de la téléconsultation. Donc on a mis en place un outil de téléconsultation actuellement orienté en déploiement dans les EHPAD de l'Aube, ou par exemple des fiches de suivi qui vont permettre aux personnes âgées à domicile, en tout cas les personnes qui les suivent, de fournir des informations, de mettre à disposition des informations quand ces personnes doivent aller de façon programmée ou en urgence à l'hôpital. Et inversement, que l'hôpital puisse aussi nourrir les informations quand la personne rentre à son domicile, que ce soit son domicile propre ou un établissement, pour les conditions de retour et la prise en charge de cette personne suite à une hospitalisation. Donc c'est du temps de gagner, de l'efficacité. C'est de l'efficacité. On évoque beaucoup la télémédecine ou la téléconsultation en ce moment. C'est vraiment très à la mode. Et en fait, c'est pas forcément l'acte de désert médical ou de téléconsultation en lui-même, mais quand vous imaginez un résident d'un EHPAD qui a un certain âge, qui peut avoir des pathologies plus ou moins lourdes, quand pour un simple suivi de traitement, il doit être déplacé, déplacé de son environnement de vie, mis dans une ambulance, aller à l'hôpital, donc il y a le trajet plus l'attente à l'hôpital. Bon, malheureusement, il y a quand même potentiellement une certaine attente à l'hôpital, plus attendre le retour, revenir, etc., avec des conséquences psychologiques, qui fait que les aides-soignantes doivent prendre en charge de s'occuper de ce patient de façon un peu spécifique au moment de son retour. Donc il y a une perte, il y a une énergie énorme dépensée pour aller simplement faire une consultation routinière pour un résident, en fait. Et là, la téléconsultation, pour ce type de prestation, est vraiment très, très adaptée. Très bien. Donc je voudrais poser une question.
On a eu des exemples de création d'entreprises tout à fait performantes sur le territoire. On a 3 Chaumont de Montaigne qui, il y a 18 ans, ont créé une société qui, 18 ans après, a été valorisée $1 milliard. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, ce terreau qui existe toujours, qui est toujours performant, pourrait être à l'origine d'une entreprise de ce genre? On a vu tout à l'heure tous les outils qui sont mis en place par la French Tech. Quels sont les déclics, les mécanismes, les rapprochements, les relations qui pourraient être à l'origine de ce type d'innovation? Eric, est-ce que vous avez une piste, une idée? Est-ce que, une autre question un peu dans le même genre, est-ce que les grands groupes que vous connaissez, dans lesquels vous êtes, vous avez votre société, est-ce que ces grands groupes ont parfois des activités qui pourraient être externalisées et faire l'objet d'une start-up avec un potentiel d'innovation intéressant? J'ai eu l'expérience LDR Médical, c'est de cette entreprise que tu parlais, qui est basée à Troyes, qui a changé de nom depuis, puisqu'elle a été revendue à $1 milliard. J'y ai bossé 5 ans et j'ai vécu une partie de l'aventure. Juste pour l'indication, comment ça s'est passé LDR, c'était assez simple. Il y avait 3 personnes qui travaillaient chez Esculap, un directeur commercial, un chef projet, R&D, et puis un deuxième chef projet. Enfin, il était quand même 2 chefs projet et puis un commercial. Donc il y avait déjà une bonne base. Et le commercial et les chefs projet connaissaient bien sûr, tous les 3, ils connaissaient par Esculap. Ils avaient eu l'occasion de rencontrer des grands chirurgiens en France, du rachis notamment. Et ces trois personnes avaient développé un implant, donc sous Esculap, et ils l'ont proposé aux Allemands qui n'ont jamais voulu le mettre sur le marché. Et puis ils en avaient marre de travailler pour Esculap, ils ont dit bon allez, on va créer notre boîte, et ils ont créé une petite structure sur 3. Ils étaient 3 personnes sur 3, donc ça tombait bien. Et puis petit à petit, donc avec un premier implant, une cage toute simple, ils ont commencé à vendre, et puis progressivement... Ils se sont appuyés sur leur connaissance du tissu industriel de Haute-Marne pour fabriquer les cages et les instruments. Oui, ils sont tout de suite tournés vers les fournisseurs. Alors pas mal, parce qu'il y avait pas, dans le rachis, il n'y a pas beaucoup de forges. Désolé. Et donc, les premiers implants qu'ils ont commencé à commercialiser, ils ont mis 2 ou 3 ans. Alors, il y a dû avoir des French Tech. Alors, à l'époque, je ne sais pas comment... il y a eu rapidement les actionnaires qui les ont aidés à... C'était Lanvar et Oseo qui les ont accompagnés. Ils ont dû faire leur première pause au bout de 2 ans d'activité, je crois. Hein. Donc, ils étaient 5 ou 6 personnes quand ils ont fait leur première pause. Et puis, au bout de 5 ans, ils avaient développé un nouveau dispositif, une petite prothèse cervicale, qui là, ils ont souhaité aller vendre sur le marché américain, et c'est là que toute l'aventure a vraiment explosé. Mais bon, toute cette aventure, elle serait longue à raconter, mais en tout cas, le démarrage, on voit comment l'affaire démarre. Il faut avoir quelques chirurgiens qui ont des bonnes idées, un ingénieur ou 2, chef projet, qui connaissent les chirurgiens, et puis sur 2, 3, 4 personnes, après, il faut aller chercher des sous. Hein. Là, on va aller voir French Tech, et puis un petit peu d'argent. Voilà, je peux donner... Alors sinon, l'idée d'un grand groupe, une niche qui souhaiterait transférer à une entreprise innovante. Non, parce qu'ils sont partis sans demander leur avis. Hein. Ils ont pris les plans, et c'est eux qui les avaient dessinés, et les Allemands ne les voulaient pas. Donc, ils ne voulaient pas la fabriquer. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ils s'en veulent un petit peu, mais c'est trop tard. Alors après, des grands groupes qui ne seraient pas intéressés par une partie de leurs produits... Alors, c'est vrai que ça peut être des opportunités. Maintenant, il faut contacter les grands patrons de tous les grands groupes, et puis voir s'il n'y a pas... Alors, à une époque, il y avait des moteurs, on fabriquait beaucoup de moteurs, et ça, c'est une activité qui était délaissée, personne ne voulait reprendre, mais je dirais il y a beaucoup de choses possibles comme ça. Maintenant, il faut aller contacter les patrons de grandes sociétés, les grands donneurs d'ordre, les grands fabricants. Alors, malheureusement, ils sont tous maintenant aux États-Unis, puisqu'à chaque fois qu'en France, on développe une activité orthopédique et qu'elle commence à bien se porter, on est racheté par les Américains.
qui prennent tout de suite le service R&D et qui ramènent tout ça aux États-Unis. Donc, ça donne pas trop envie de développer, parce qu'on sait qu'on va être acheté. Donc, il faudrait trouver des solutions aussi là-dessus. Peut-être que vous en avez. Et dans le domaine du médicament Alors, dans le domaine du médicament, de toute façon, le modèle est très clair. On arrive jusqu'en phase clinique et on revend la société à un grand groupe. Donc, il y a très peu, à part cas particulier, aujourd'hui, les entreprises des biotechnologies qui développent un médicament, donc hors CRO, qui sont des prestataires de services, développent jusqu'aux phases cliniques et puis revendent la société à un grand groupe qui est intéressé par la techno. Mais ceci étant, pour moi, les premiers critères de réussite, c'est d'avoir des entrepreneurs qui savent s'entourer, qui n'ont pas peur de pivoter, qui sont persistants, dans le sens où il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. On a un exemple, je suis venu avec un de nos membres strasbourgeois, et ils ont connu des hauts et ils ont connu des très bas. Et donc des fois c'est vraiment au jour le jour et on ne sait pas si le lendemain l'activité va continuer. Mais de l'exemple que tu as évoqué, Christophe, quand tu l'avais évoqué, il y a eu des périodes aussi, je crois, de très bas et de phases où ils étaient... Il y a eu des phases à la très limite. difficiles. Ouais. Donc, il On faut ne va pas aller savoir- dans les détails, mais effectivement. Et au final, ils ont quand même été valorisés 1 milliard. Donc, il faut réussir à continuer. Alors, il y a effectivement la force publique qui peut être un effet levier. Il y a des gens qui sont là pour accompagner aussi. Il y a les pôles de compétitivité, il y a les clusters, il y a les agences économiques régionales, il y a BPI France. Des accélérateurs. Il y a des accélérateurs. Il y a un écosystème qui est là pour accompagner. On n'est pas là pour prendre la place. Donc, notre rôle, c'est de donner du conseil. On ne remplace pas le chef de l'entreprise. Donc, c'est toujours le chef d'entreprise qui a le dernier mot. Et je voulais revenir aussi peut-être sur des méthodologies d'innovation qui sont dans le domaine de la santé de plus en plus intéressantes et de plus en plus utilisées dans le domaine du médicament, puisque la problématique aujourd'hui dans le domaine du médicament, c'est que le pipe des molécules des grands laboratoires se réduit de plus en plus. Donc ils sont obligés d'innover de manière différente. Donc, ce qu'a connu les télécommunications il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un modèle de je vends du matériel à je vends du service, est en train d'arriver aussi dans le domaine du médicament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne développe plus une molécule, on développe une offre de soins. Et donc ils sont de plus en plus à se positionner sur un secteur comme la e-santé, où ils vont pouvoir rajouter du service autour d'une molécule qui va être produite par tous les concurrents ou qui va être produite de manière générique. Par contre, ce qui va être différenciant, c'est le service que le laboratoire va pouvoir fournir derrière. Un groupe comme Servier, par exemple, ne se présente plus comme un producteur de médicaments, mais comme un fournisseur de solutions santé. Donc là, les approches sont un peu différentes. On a un événement à Strasbourg qui s'appelle le Hacking Health Camp, où il y a 500 personnes qui viennent, c'est sur un week-end. Il y a des médecins, il y a des patients, il y a des designers, il y a des ingénieurs, plutôt ingénieurs en informatique. Et ils travaillent sur des projets pendant 50 heures, et puis ça donne lieu à la création de start-up. Il y a une vingtaine de projets, il y a en général 1 ou 2 start-up qui se créent à l'issue de cet événement. Et on a quelques start-up qui réussissent. Ancienne collègue qui a créé sa start-up, qui aujourd'hui a levé 600K, qui va avoir un produit sur le marché. Il y a une autre société qui a développé des anesthésistes qui font de l'hypnose en bloc opératoire, qui ont développé une solution en réalité virtuelle. Voilà, tout ça, c'est la rencontre de gens qui ont appris à se parler, qui n'ont pas l'habitude de se parler d'habitude. Et on le retrouve de plus en plus aussi dans le domaine du public, où aujourd'hui, le pôle, nous par exemple, on va discuter avec l'ARS, on va discuter avec le département, alors qu'il y a encore 2 ans, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais parlé. Et on se rend compte que de connaître les acteurs et de couper un peu, de faire tomber les murs, ça permet aussi de gagner en efficacité et d'éviter que des entreprises qui ont des modèles économiques, ou je devrais dire qui n'ont pas de modèle économique, qui sont subventionnés par la force publique, et puis quand la force publique coupe les subventions,
le projet meurt, et ben, de discuter ensemble très tôt permet d'éviter d'avoir des projets qui ne sont pas viables. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent favoriser l'émergence de futures licornes, ou on peut les appeler de plein de noms différents, mais voilà, de casser les silos et de travailler avec des chirurgiens, de travailler avec les utilisateurs finaux des produits, c'est quelque chose aussi de très important. Et de former les futures générations à l'utilisation de nouvelles technologies. David, au niveau de la création et de l'innovation, tu partages cette analyse. Est-ce que tu vois des freins qui existent ou pas? On trouvera, à mon avis, toujours des chirurgiens avec des idées qui sont parfois folles, qui n'étaient pas faisables à un moment et qui le deviendront après. Donc, je crois aux idées. Dans le domaine orthopédique vraiment de l'articulation, je pense que les implants sont quasiment tous faits. Dans la méthodologie actuelle, métallique, qui bouge, qui ainsi de suite. Par contre, il y aura toujours des marchés de niche qui vont exister parce qu'il y a des nouvelles maladies qui arrivent et on se rend compte que, il est possible de traiter des maladies différemment que par la grosse méthode traditionnelle. Donc, il y a toujours de l'innovation qui peut arriver. Je pense qu'elles arriveront toujours, comme le dit Eric, c'est-à-dire qu'on aura un changement d'actionnaire, un gros américain ou une contrainte économique qui va arriver et qui va dire sur la totalité des projets et des idées des chirurgiens, les deux là, elles sont bien, mais on ne va pas s'en occuper. Et puis on va créer de l'insatisfaction dans soit l'équipe commerciale, soit dans l'équipe R&D. Et puis il y en a deux qui vont s'entendre, puis qui vont dire allez, on va créer une start-up. On développe le projet sous la main pendant qu'on est au boulot, comme ça on est payé, on a la mutuelle, la sécu, tout va bien. Et puis quand vraiment c'est proche de sortir, on crée la structure, et là on avance. Donc je pense que sur le principe, c'est faisable. Et c'est pour moi le modèle qui fonctionne le mieux dans le dispositif médical. Traditionnel. Par contre, je pense qu'il y aura plus de licornes dans l'innovation informatique, l'accompagnement, le suivi, l'aide à la décision au bloc opératoire. Il faut imaginer quand on fait changer un genou au bloc opératoire, on emmène 7 bacs qui font à peu près 15 kilos au chirurgien et on va lui amener la totalité des implants possibles qu'il peut poser pour le genou, alors que, en réalité, il va en poser qu'un seul. Et dans les 5 kits d'instruments, il va en réalité, tout pourrait être résumé à 1 ou 2 kits. Donc en termes de logistique, c'est quand même une mécanique folle. On fait déplacer l'équivalent presque de 100 kilos pour aller poser sur le patient à peu près 700 grammes, quoi. Et il y a aujourd'hui un déficit de planification opératoire et préparation opératoire pour que le chirurgien ne se pose pas de questions. Il a dit, je vais poser ça, il va poser ça, c'est posé, c'est clair, c'est fini, c'est carré. Et ça va réduire les coûts, je pense, opératoires. Donc, je crois énormément à la planification, l'aide informatique. Et là, c'est des modèles qui peuvent partir très, très vite parce que, comme vous le disiez, c'est moins compliqué. C'est plus facile à présenter un prototype. Il n'est pas risqué en tant que tel, parce qu'on va pouvoir le tester pendant 1 ou 2 ans en mettant toujours les 100 kilos à disposition de l'hôpital, et puis on va affiner, devenir meilleur. Donc je crois vraiment à ces licornes qui vont être plutôt informatiques et aidantes. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Sur le dispositif médical en tant que tel, je vais embrayer tout de suite sur quelque chose qui va casser l'ambiance de l'innovation. C'est qu'il y a un nouveau règlement qui est en train d'arriver, qui sera à mettre en place en 2020, qui sera obligatoire, où avant de pouvoir vendre un produit sur le marché, il faudra l'avoir testé pendant 2 ans avec à peu près une centaine de patients avant de pouvoir le commercialiser. Alors qu'en France, aujourd'hui, on a encore le droit de ce qu'on appelle de faire des équivalences. C'est-à-dire que, moi j'ai un exemple, j'ai un genou dans mon entreprise, on a fait une évolution de ce genou, on a un petit peu affiné parce que ça crée moins de douleur au niveau du patient, on n'a pas changé les matières, on a amélioré une accroche, on a amélioré 2-3 instruments. Eh bien, pour faire ce genou-là, aujourd'hui, entre le moment où on le conçoit et on le vend, allez, 1 an et demi. En 2020, ce même genou, qui était pourtant qu'une évolution, eh bien, il faudra 1 an et demi de développement et puis 2 ans de tests en établissement de santé, édition d'un rapport, demande d'autorisation à la vente. Donc, on va mettre à peu près 4 ans pour développer un nouveau produit. Et
autant un groupe sera capable de financer cette partie-là, autant je doute qu'une start-up va être capable de le faire. Parce qu'on va commencer à parler du million d'euros, 2 millions d'euros, une incertitude assez forte. Et là, je ne suis pas sûr que les startups vont être capables de faire ça. Donc cette nouvelle régulation va générer, à mon avis, un effondrement de la création de startups parce que l'environnement va devenir tellement restrictif que seuls les grands groupes pourront faire ou alors feront à l'étranger. Je casse l'ambiance, désolé, on était sur l'innovation. Et c'est pour ça que, par contre, sur les softs, il y a encore une voie possible parce que tous ces tests-là ne sont pas nécessaires et peuvent aller assez vite. Je suis d'accord. À la seule différence que je pense que aujourd'hui, la force, enfin les organismes régulateurs ne savent pas traiter l'aspect informatique. À Strasbourg, on a une start-up qui a développé une solution de reconstitution d'images 3D d'un patient à partir d'imagerie médicale pour la préparation de la chirurgie. Alors là, c'est la partie la chirurgie digestive. Ils ont voulu attaquer, faire des démarches pour être remboursable. Sauf que l'institution lui a dit on ne sait pas vous traiter, vous faites des solutions personnalisées et on ne sait pas quelle cohorte de patients vous devez faire. Donc, vous allez faire 3000 patients. 3000 patients, ça veut dire qu'ils devaient lever un montant phénoménal pour financer l'étude clinique. Donc finalement, ils ne vont pas chercher le remboursement, ils vont aller travailler avec les mutuelles. Mais il y a encore des ajustements de réglementation et je pense que l'apport des nouvelles technologies aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement comment les traiter, notamment sur la partie informatique. Tout dépend encore de la classification du dispositif. Mais là, en l'occurrence, ça a eu un impact. Ils auraient pu poser la clé pratiquement sous la porte s'ils n'avaient pas pivoté et qu'ils s'étaient dit notre modèle économique, c'est pas de chercher le remboursement parce qu'on n'y arrivera pas, ou alors à lever 30 millions d'un coup et ça va être trop compliqué. Alors on va d'abord aller voir les mutuelles et par le biais des mutuelles, on va rentrer sur ce marché-là. Ce modèle-là est effectivement un contre-exemple, mais moi j'ai des exemples dans l'orthopédie qui fonctionnent, qui sont assez bien. Simplement, si on ne demande pas le remboursement à l'État. Et dans les sociétés d'imagerie, donc il y a 2 sociétés qui viennent d'avoir le plaisir d'être acheté par le groupe Wright Medical Tornier. Un sur la chirurgie préparative, donc une société qui s'appelle Imascap, qui est basée du côté de la Bretagne. 5 personnes dans un bureau ont créé une solution innovante de préparation chirurgicale, donc reformer la partie osseuse, remontrer, et puis à partir de scanner, de décider quel est le bon implant à mettre et de faire de la simulation et tout. Elle a été vendue 70 millions de dollars. Et elle a 3 ans de vie, 4 ans de vie. Donc c'est pour ça que je dis dans les softs. Par contre, elle n'a pas été proposée à la Sécu pour dire si vous utilisez ce système-là, vous allez pouvoir réduire les temps de chirurgie et vous, société, je vous paye. Par contre, ces sociétés-là, elles ont de la valeur pour être achetées par des grands groupes pour montrer une différence en disant nous, Tornier Wright, on a aujourd'hui une solution vous permettant, vous, chirurgiens, d'assurer la façon avec laquelle vous allez opérer. Donc, c'est des startups qui vont se créer dans le seul et unique but de se vendre à des laboratoires et pas nécessairement de fabriquer des solutions innovantes. Est-ce que c'est vraiment utile ou c'est ce qu'on veut? Je ne suis pas sûr que dans le modèle, ce soit intellectuellement ce que j'aimerais. C'est qu'on n'est pas sur la création d'un produit ou la création de quelque chose. On est en train de créer de la valeur à quelque chose qu'on va vendre. C'est pour moi discutable. C'est pour ça que je dis réellement, au niveau des softs, ça dépend ce que ça va toucher et quel risque ça va prendre, mais pour moi, je suis persuadé que c'est les softs qui vont créer. Et je sens bien, et je pense qu'il y en a un qui l'a bien compris, Emmanuel Macron et autres, il ne va pas au salon de l'informatique et de l'high-tech juste pour le fun. C'est parce que c'est là où il y a vraiment de la génération assez forte de valeur qui va se créer, sans trop d'investissement, mis à part du temps homme. Je voudrais faire un rappel sur les startups, juste parce que ça va être rigolo quand même. 97% des startups meurent dans les 2 ans. Ça veut dire qu'il y en a 1 sur 30 qui va survivre. 1 sur 30 qui va survivre, ça fait quand même, pour ceux qui bossent à fond comme des malades pendant 2-3 ans, puis qui hypothèquent leur maison et mettent leur maison, ça fait quand même 29 personnes qui vont avoir certaines souffrances.
le modèle start-up, moi, ce n'est pas un modèle qui me convient. Je trouve que des sociétés avec des fonds suffisamment solides pour pouvoir monter des systèmes innovants, c'est plus important. Et dans le modèle du sud de la Haute-Marne, moi j'ai eu le plaisir d'aller avec Christophe défendre le dossier French Tech à Paris, à Bercy. Et on avait des gens intéressants autour de nous qui connaissaient malgré tout la Haute-Marne. À Bercy, on avait des gens qui connaissaient la Haute-Marne, vous imaginez quand même, parce qu'ils étaient venus visiter Marle, la société Marle, qui a une réputation mondiale. Donc, en allant défendre un petit peu le système, on expliquait qu'en Haute-Marne, il n'y a pas tant de start-up que ça quand on la regarde. Par contre, il y a énormément de sociétés qui ont su évoluer. Elles sont parties d'une technologie qui était historique, et puis un jour, il y a un farfelu qui est venu dans la boîte, du R&D, et puis qui a eu une idée un petit peu bizarre. Et puis, des fois, les chefs d'entreprise y ont cru. Puis ils ont dit, ton truc un peu bizarre, on va le développer, on va essayer de le développer. Dans ce développement-là, la société, elle a fait une mutation, elle est passée d'une technologie vieille à une technologie innovante, et puis elle y est allée, elle s'est diversifiée. Si elle se trompait, elle avait les reins solides, et puis souvent elle ne mourait pas. Et par contre, quand elle réussissait, elle faisait de la croissance, de l'accroissement, du chiffre d'affaires, ainsi de suite. C'est pour ça que moi, le modèle start-up pur, ça me gêne un peu sur ces 29 cas qui vont avoir un souci. Et je pense vraiment qu'il faut aider les entreprises à comprendre que l'innovation est importante et ça apportera encore plus d'innovation possible. Ça, c'est mon avis. Alors, il y a un terme qui est l'intrapreneuriat et c'est aussi des leviers pour garder des talents qui éviter qu'ils partent. C'est de leur dire, OK, vous avez un projet, effectivement, on va vous aider à développer votre projet. Puis on fera un bilan, mais ça permet effectivement de garder une motivation et de motiver les talents à rester parce qu'ils trouvent un environnement où ils peuvent développer des idées, ce qui n'est pas le cas dans tous les grands groupes, mais c'est un facteur effectivement de motivation, c'est un facteur d'innovation effectivement dans les grands groupes. Il y a d'ailleurs des grands groupes qui ont soit des incubateurs en interne et du coup permettent à leurs employés d'intégrer les incubateurs, soit des partenariats avec des incubateurs où ils disent pendant 2 ans vous avez une partie de votre temps où vous pouvez travailler sur votre projet. Si vous y arrivez, on verra, on fera un bilan, peut-être c'est une techno qui va nous intéresser, on sera peut-être intéressé par l'intégrer, ou alors à ce moment-là, vous créez une structure. Mais effectivement, c'est des bons moyens de garder et d'attirer des talents. Concrètement, il y a 2 secteurs où il n'y a pas d'histoire de classe 1, classe 2, classe 3, qui pourraient être aussi pour des petites startups du coin qui voudraient démarrer et se rapprocher du médical. C'est tout ce qui est vétérinaire. On voit des gens qui nous consultent de plus en plus, des petits chefs projets qui ont quitté des grosses boîtes, qui sont en train de développer des implants pour les chiens, pour les chats, pour peut-être pas les tortues encore, mais ou autres. Donc, et tout ça, on peut développer facilement parce qu'il n'y a pas de réglementation. On ne va pas avoir des audits tous les 2 jours. C'est un peu le cas en ce moment. Donc ça, c'est un premier secteur. Puis tout ce qui est prothèses externes, tout ce qui ne va pas rentrer dans le corps humain, on peut, sans difficulté, essayer de vendre directement à des gens pour les aider dans leur quotidien. Donc là, il y a peut-être des chemins plus faciles parce que c'est vrai que l'orthopédie, ça va devenir un vrai calvaire pour démarrer des choses. Et par rapport au croisement de domaines d'activité, notamment, on a dit tout à l'heure, entre l'orthopédie et puis l'informatique, ou alors entre les implants et puis le biologique, est-ce qu'on ne va pas à terme vers des implantations peut-être plus biologiques que métallurgiques? Est-ce qu'il n'y a pas des évolutions qui peuvent, à terme, se faire dans ces domaines? Alors, je peux répondre pour partie. Oui, la médecine régénérative, c'est une piste qui est aujourd'hui étudiée. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de questionnements éthiques autour de cellules souches. En Europe, aujourd'hui, c'est impossible de développer une solution à partir de cellules souches. Aux États-Unis, c'est déjà plus possible. Oui, c'est une voie d'innovation. Alors, il y a des innovations qui vont être technologiques et peut-être qu'effectivement, si demain on découvre une technologie de rupture qui permettra de développer des nouvelles générations de prothèses, je ne sais pas.
ou qui va révolutionner vraiment le secteur, il aura peut-être une place. Après, je pense qu'il y a toute une partie d'innovation incrémentale où effectivement rajouter du service autour de technologies qui sont très matures, il y a de la place aussi. Souvent on sous-estime cette partie-là. Il y a beaucoup de startups qui se créent autour de ça. Il y a un manque d'un service à un moment. On prend une technologie, on la détourne et on répond à un besoin qui est pas couvert par une technologie. Pour donner un exemple, je parlais tout à l'heure d'anesthésistes qui en fait utilisent l'hypnose, parce que l'hypnose est très utilisée en anesthésie pour des petites opérations. Donc ils sont à côté du patient pendant 1 heure, ils les maintiennent en état d'hypnose. Sauf que pendant 1 heure, du coup, ils font que parler et s'ils enchaînent 4 opérations, il reste 4 heures à parler au patient pour le maintenir en état d'hypnose. Le concept, c'était simplement de dire on va immerger un patient dans un monde onirique en parlant. Il y a quand même une technologie qui fait ça de manière assez naturelle, c'est la réalité virtuelle. Donc pourquoi on ne pourrait pas automatiser l'hypnose en utilisant la réalité virtuelle? Donc voilà, ils sont partis là-dessus. Les technologies existent, que ce soit les technologies d'hypnose, la réalité virtuelle. Et ils ont développé une start-up autour de ça. On va voir. Alors, il y avait eu des tests sur la réalité virtuelle et la douleur, notamment pour les grands brûlés. Et ça avait donné des très bons résultats. Donc, en partant de technologies existantes et en détournant l'usage premier, on arrive à avoir des innovations, non pas de rupture, mais des innovations incrémentales, des innovations organisationnelles aussi. Le numérique et la puissance de calcul devraient révolutionner la pratique hospitalière. Enfin, il y a eu déjà beaucoup d'évolutions, mais j'avais une boîte américaine qui a fait une étude sur les hôpitaux américains. Il disait 60% du temps des employés de l'hôpital, c'est pour faire de la gestion administrative, et que 40% sur du temps de soins. Donc il y a quand même... Et évidemment, ils utilisent papier, tableau blanc, mais pas le numérique. Donc il y a de l'optimisation qui peuvent être faites et qui peuvent permettre de dégager du temps efficace au personnel soignant pour se concentrer sur son métier. Donc tout ça, je pense que ça peut générer de l'innovation. Pour partie, il y a des startups qui se créeront. Effectivement, il y a un taux de mortalité à 3 ans qui est phénoménal. Il y a aussi un constat qu'ont fait les grands groupes, c'est que souvent ils ont du mal à innover en interne parce que il y a trop de processus, alors que dans une petite structure, c'est souvent plus facile. Donc il y a souvent des politiques d'open innovation qui sont mises en place. Ou alors on trouve effectivement, on met des incubateurs en interne pour favoriser ça. Donc les grands groupes se rendent compte qu'ils ont besoin d'ouverture pour pouvoir eux-mêmes innover. C'est pas pour rien que les laboratoires coupent de plus en plus les budgets de R&D en interne. C'est que finalement ils se disent bon, on va regarder ce qu'il y a à l'extérieur. S'il y a quelque chose qui nous intéresse, à ce moment-là, on va investir dessus. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je pense qu'on va poursuivre ces croisements entre l'Alsace et la Haute-Marne, puisqu'on a des partenariats en cours avec un chef de projet en cours de recrutement. Donc, on aura l'occasion d'échanger, de faire se rencontrer des startups ou des entreprises innovantes et qui pourront éventuellement croiser des sujets et développer des nouveaux produits. Donc, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures ensemble. Merci à tous.